Bonjour à tous. Alors on va faire un petit survol en 25 minutes de ce qu'il faut savoir sur le BK-virus en transplantation. Un tout petit mot d'historique pour que vous compreniez que c'est finalement un virus de découverte relativement récente, puisqu'il a été décrit pour la première fois en 71 chez un patient dont les initiales étaient BK, c'est pour ça qu'on l'appelle le BK-virus, et que la première véritable néphropathie à BK, qui est une néphropathie interstitielle, on le reverra tout à l'heure, a été décrite en 95. Et depuis ces années-là, on assiste à une forte augmentation de l'incidence de cette maladie chez nos patients transplantés. Alors, en deux mots aussi, le virus BK, c'est quoi? C'est un petit virus à ADN qui a un génome circulaire, comme vous le voyez ici, qui fait partie de la famille des polyomavirus, dont les autres membres connus sont le JC-virus, qui donne, dont on ne parlera pas, qui donne des leucoencéphalopathies multifocales progressives, et le SV40, qui est le virus du singe, qui nous intéresse parce que c'est celui qu'on va aller... c'est un anticorps de ce virus qui va être utilisé pour marquer le BK-virus dans le greffon. Il faut retenir, faut connaître deux protéines de ce virus, l'antigène grand T, qui est la protéine qui est mise en évidence dans le greffon par immunohistochimie, et puis la protéine de capsid VP1, qui est la protéine qui est reconnue majoritairement par les techniques de PCR quand on va faire du dépistage ou dans les urines ou dans le sang des patients. On en reparlera après. Alors, l'histoire naturelle de ce virus, c'est un virus qui nous infecte dans l'enfance par voie respiratoire, qui dissémine par voie hématogène et qui a la particularité de se loger ensuite dans les cellules épithéliales tubulaires rénales, sous une forme qu'on peut qualifier de latence. Virologiquement parlant, ce n'est pas tout à fait une latence, mais on peut appeler ça comme ça. Et aussi, pour certains patients, dans les cellules de la moelle osseuse, alors que le JC reste quiescent dans le rein aussi, mais aussi dans les organes lymphoïdes. En ce qui concerne le BK, vous savez que quand il se réactive en général à la faveur d'une immunosuppression, eh bien, il peut repasser, se réactiver, se multiplier et repasser des cellules tubulaires rénales vers le sang en passant par les capillaires péritubulaires, et on peut le retrouver donc dans le sang. Alors, d'autres modes de transmission nous intéressent aussi particulièrement, c'est la transplantation, puisque un nouveau virus, on va le revoir, peut être transmis par le greffon. Il peut aussi être transmis par voie sanguine. La séroprévalence chez l'enfant est donc très importante, un peu comme le bébé, de l'ordre de 80 à 90%. Et donc, la majorité des patients et des donneurs, des receveurs et des donneurs, sont positifs pour le BK. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs souches de BK, plusieurs génotypes, qui sont répartis de façon différente en fonction de l'origine géographique du patient. En Europe, c'est surtout des souches de génotype 1 qui sont constatées. Alors, en Asie, plutôt des souches 4, et les souches 2 et les souches 3, qui en fait, d'après nous, sont probablement la même souche, sont très peu représentées dans notre pays. Donc, en fonction de l'origine géographique du patient, néanmoins, vous pouvez avoir des souches qui peuvent être différentes, avec peut-être une pathogénicité différente, mais ce n'est pas encore vraiment certain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez avoir plusieurs souches chez un même patient, c'est-à-dire qu'un patient qui est infecté de façon spontanée, on va dire, par la souche 1A, qui est la plus fréquente dans notre pays, peut être co-infecté par une nouvelle souche qui proviendrait de son donneur et qui n'est pas forcément la même que la sienne. Et ce qui est aussi important à comprendre, on le reverra par après, c'est que les anticorps qu'on a développés dans l'enfance quand on s'est contaminé avec une souche donnée de BK sont spécifiques de souche. C'est-à-dire que si vous êtes protégé contre une souche et que vous êtes infecté par une autre souche, vous n'êtes pas forcément, les anticorps ne sont pas forcément cross-neutralisants. Donc ça, c'était juste pour vous donner une idée de ce qu'on avait trouvé dans notre cohorte de patients. En ce qui concerne les génotypes, vous voyez, la majorité, comme je vous le disais, c'est le génotype 1, c'est les barres bleues. Une très forte minorité de génotype 2, 3, et vous voyez que sur cet arbre phylogénétique, les souches 2 et les souches 3 sont probablement les mêmes, et une minorité de souche 4, 19-20%. Alors la prévalence, comme je vous l'ai dit, elle est importante chez l'enfant, et puis on pensait qu'elle diminuait chez les adultes, mais probablement parce que les techniques de sérologie qu'on utilisait jusqu'à présent n'étaient pas suffisamment sensibles. Nous, on a l'impression que pratiquement 80-90% des patients, même adultes, sont positifs, c'est-à-dire ont des anticorps anti-BK virus.
Donc c'est probablement plus que ce qui est décrit dans la littérature. Le bécavirus chez le sujet sain, il ne se réplique pas. Donc dans la population générale, la réactivation du BK est très faible. On peut retrouver une réplication chez les femmes enceintes, chez les patients bien sûr immunodéprimés, donc soit infectés par le VIH, soit transplantés, et essentiellement chez les greffés de reins et de moelle. Quand le virus se réactive après transplantation, cela s'exprime par une virurie, dans chez 30 à 40% des patients, ça dépend des séries. À peu près un tiers des patients viruriques deviennent virémiques, donc on se retrouve avec 10 à 15% de patients qui sont virémiques, et à peu près un tiers des patients virémiques développent une néphropathie, donc on est de l'ordre de 5 à 10%, là aussi ça dépend des séries, de néphropathie à bécavirus. Donc c'est une maladie relativement rare, mais comme on le verra, relativement sévère, pour laquelle on ne dispose pas encore de traitement complètement, véritablement actif. Alors très rapidement, est-ce que le bécavirus peut donner d'autres pathologies, d'autres atteintes d'organes? Oui, ça a été décrit, donc ça peut donner, en Corée ils ont décrit des épisodes hématuriques chez des sujets immunocompétents qui pourraient être liés à une infection par bécavirus. Ça peut donner des sténoses urétérales, c'est comme ça qu'a été découvert le virus chez le premier patient. En greffe de moelle, vous le savez, je pense, ça ne donne pas du tout les mêmes symptômes qu'en transplantation rénale, ça donne des cystites hémorragiques. On a aussi décrit dans certains papiers la présence de BK dans la moelle osseuse des patients, et donc peut-être que ça peut être un mécanisme qui peut expliquer chez certains patients la neutropénie ou des cytopénies. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce bécavirus, en tout cas chez le patient transplanté, peut avoir un rôle oncogène probablement, et on suspecte que certaines tumeurs vésicales ou urothéliales peuvent être en rapport avec une infection chronique à bécavirus. Alors, la question importante à se poser, c'est d'où vient le bécavirus finalement qui prolifère chez nos patients transplantés. Pendant longtemps, on a pensé que c'était le virus du receveur qui proliférait. En fait, c'est probablement, dans la grande majorité des cas, le virus du donneur, la souche du donneur. Ça a été démontré. C'est pas facile à démontrer parce qu'on a des difficultés à accéder à la souche du donneur, puisque, comme je vous l'ai dit, chez les patients sains, le virus ne prolifère pas, donc on ne le retrouve pas. Mais dans cette grande étude, ils ont réussi à identifier 20 paires donneurs-receveurs pour lesquels ils avaient accès aux souches du donneur et du receveur. Et ils ont vu que dans 20 cas sur 20, c'était bien le génotype du donneur qui proliférait chez le receveur après la greffe. Et on a les mêmes données à Strasbourg. Donc du coup, les facteurs de risque de développer une infection à BK après transplantation rénale sont liés finalement à ce concept-là. C'est soit le virus prolifère chez le donneur, soit le receveur a moins de possibilités de combattre le virus. Donc on retrouve cette notion dans les facteurs de risque. Par exemple, le fait d'avoir une réplication virale du donneur au moment du don est un facteur de risque de développer une virémie ABK après la greffe. Et à contrario, le fait pour un receveur d'être plus fragile pour un certain nombre de raisons augmente aussi le risque de faire une virémie ou une néphropathie. Alors les facteurs de risque classiques, c'est le patient masculin, le patient âgé, le patient, on va dire, entre guillemets, séronégatif, où on pense plutôt, pas séronégatif, mais un patient qui a des taux faibles d'anticorps dirigés contre le virus qu'on va lui transmettre. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut déjà pouvoir détecter de façon très sensible la présence des anticorps, donc avec des techniques assez innovantes, et en plus pouvoir cibler l'anticorps contre lequel le nouveau génotype, enfin contre le virus du donneur finalement. Donc c'est pas très simple pour mettre tout ça en évidence. Évidemment, quand il y a un mismatch de génotype, ça veut dire vous avez un receveur qui a lui-même vu un virus, il a développé des anticorps contre ce virus, mais on lui donne un génotype différent, donc il va être plus à risque. Et puis probablement des patients pour lesquels les réponses T, là on parlait des réponses humorales, mais quand on a des réponses cytotoxiques qui sont affaiblies pour un certain nombre de raisons, on est aussi plus à risque de faire cette infection. Des facteurs de risque concernant la transplantation aussi. Donc vous avez un donneur, on va dire, plus infectant, vous avez un receveur plus fragile, et sur le plan général, et sur le plan humoral, et sur le plan cellulaire, et vous avez une greffe qui se passe un peu plus difficilement, c'est-à-dire avec un rein qui est activé ou fragilisé pour d'autres raisons.
Par exemple, des lésions d'ischémie-reperfusion, donc un temps d'ischémie froide prolongé est un facteur de risque de développer une infection à un bécavirus. Le fait d'avoir une reprise différée de fonction, tout ça, ça va ensemble. Peut-être le fait d'avoir aussi un stent urétéral, donc une sonde double J, parce que ça irrite l'urtère et les voies urétérales, et le fait d'avoir développé des épisodes de rejet. Tout ça, vous retenez, facteur d'agression du greffon. Donc ça fait un peu le lit de cette infection. Et dernier facteur de risque, alors là je ne vais pas développer parce qu'il y a plein de papiers, mais l'immunosuppression évidemment, plus le patient est immunodéprimé, plus il est à risque de faire cette infection virale. Donc les molécules les plus souvent incriminées sont celles-ci, la thymoglobuline, le tacrolimus et le CEL7, et surtout l'association tacro-CEL7. Les corticoïdes, c'est un peu plus débattu. En général, c'est considéré comme étant des facteurs de risque. Vous voyez, ça c'est l'étude directe donc, publiée par l'équipe de Bâle, qui a montré dans une étude prospective randomisée que les patients sous cyclosporine développaient moins de virémie que les patients sous tacrolimus. C'est une question de molécules, c'est aussi une question d'exposition aux immunosuppresseurs, puisque plus vous avez des patients qui sont exposés à des doses importantes de MMF et ou de tacrolimus, plus le risque est important. Là, on avait montré, nous, que si l'AUC du MMF a M3 est supérieur à 50, si T0 de FK a M3 est supérieur à 10, et encore plus si vous aviez ces deux conditions qui étaient réunies, malheureusement, ça augmentait de façon très importante le risque de développer une infection, soit une virémie, soit une néphropathie avec la virus. Alors, pour éviter d'en arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr surveiller nos patients et essayer de dépister l'infection au stade précoce. Le stade précoce, c'est quoi? C'est la virurie ou une virémie faible, mais évidemment pas attendre le stade de la néphropathie pour faire quelque chose, parce qu'en général, le rein est déjà bien abîmé. Alors, comment on dépiste et comment on surveille nos patients? Eh bien, les techniques actuellement recommandées sont les PCR, qui détectent donc le virus soit dans les urines, soit dans le sang. Ça dépend un peu du centre dans lequel vous êtes. Les PCR, donc la recommandation internationale, c'est de travailler sur la PCR sanguine, mais un certain nombre de centres utilisent la PCR urinaire qui est plus précoce. Et donc les recommandations internationales, c'est de faire au moins une PCR sanguine une fois par mois pendant les 6 premiers mois de la greffe, puisque vous avez vu que l'infection est quand même relativement précoce dans les premiers mois qui suivent la greffe, puis tous les 3 mois jusqu'à 2 ans, et ensuite éventuellement une fois par an pendant 5 ans. Alors la PCR, donc, comme je vous le disais, la PCR urinaire, elle est précoce, mais elle a une faible valeur prédictive positive, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des patients qui ont une PCR urinaire positive, mais qui ne vont pas développer de néphropathie. En revanche, elle permet d'être plus précoce dans la modulation d'immunosuppression. Quand la PCR urinaire est élevée, il faut rechercher bien sûr la présence du virus dans le sang. Et donc la PCR sanguine est la technique de référence. Donc en général, la PCR sanguine se positive 2 à 6 semaines avant l'atteinte rénale. Parfois, c'est assez rapide. Et lorsqu'on a une virémie qui dépasse 10 000 copies par millilitre, on peut parler de néphropathie présumée. C'est-à-dire qu'il est très probable que vous ayez une néphropathie avec un virus si vous faites une biopsie à ce moment-là. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a une variabilité interlaboratoire importante parce que tous les laboratoires français, même dans le reste du monde, n'utilisent pas la même technique de dosage. Et que donc, depuis quelques mois, maintenant, on dispose d'un standard OMS. Donc, il faut que tous les laboratoires se mettent au standard OMS pour qu'on puisse comparer nos PCR entre nos équipes. Et il faut faire attention parce que certaines techniques de PCR, en particulier des PCR qu'on appelle maison, c'est-à-dire qui ne sont pas des techniques utilisant un kit acheté dans le commerce, c'est encore le cas dans certains nombres de laboratoires, ne détectent que le génotype 1. Donc on peut passer à côté d'une véritable virémie ou d'une véritable infection à bécavirus si la PCR n'est pas suffisamment ciblée contre les différents génotypes. Le diagnostic histologique reste quand même le gold standard, donc soit quand vous avez une virémie importante, soit quand vous avez une dysfonction rénale, on peut être amené à faire une biopsie du greffon, bien évidemment.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette biopsie, même si ça reste le gold standard, elle peut être prise à défaut. Parce que d'une part, le virus il se multiplie surtout dans la médulaire, donc il faut avoir là pour une fois un prélèvement relativement profond avec une zone de médulaire incluse. Il y a néanmoins un risque de faux négatif pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'immunomarquage dont je vous ai parlé, c'est le SV40, n'est pas extrêmement sensible. D'autre part parce que l'infection peut être focale et pas forcément concerner tout le greffon. Donc il est possible qu'on pique à côté de la région infectée. Donc il ne faut pas hésiter à faire plusieurs prélèvements, voire à refaire la biopsie si vraiment le doute subsiste. Ou alors à simplement étiqueter le patient de néphropathie présumée si vous avez une forte virémie qui persiste. Donc on a plusieurs classifications histologiques qui existent. La classification qui est la plus utilisée est celle de Drakenberg. On va voir quelques images qui finalement classe la néphropathie abécavirus en 3 stades. La classe A qui est finalement la visualisation de l'effet cytopathogène du virus sans trop d'inflammation. La classe B, vous avez là affaire à un aspect très inflammatoire du greffon, une inflammation interstitielle et tubulaire. Et la classe C, là en général les carottes sont cuites, on arrive trop tard, c'est la fibrose, le traitement ne sera évidemment pas efficace. Le diagnostic différentiel, c'est évidemment le rejet aigu cellulaire, puisque les lésions histologiques d'inflammation apparaissent de la même façon, de l'inflammation interstitielle et de la tubulite. Voilà un exemple d'effet cytopathogène. Vous voyez le virus dans une cellule tubulaire rénale avec un gros noyau, une cellule qui est augmentée de volume, qui a un noyau trop dense, avec un petit halo cytoplasmique, donc on appelle ça en œil de hibou. Donc ça c'est tout à fait caractéristique d'une infection à bécavirus. Le stade 2, donc le stade de l'inflammation, là vous voyez, si on ne voit pas l'effet cytopathogène viral, si on ne voit pas le SV40, ce qui peut arriver, on peut très bien faire de cette biopsie un rejet. Vous avez de l'infiltration interstitielle, vous avez de la tubulite, donc c'est très peu spécifique de l'infection virale finalement. Là, le stade C, donc la fibrose, le rein est détruit. Ça arrive évidemment après un certain temps d'évolution de l'infection. Et voilà ce qu'on peut voir quand on fait de l'immunohistochimie avec la protéine SV40. Vous voyez, c'est quand même... Bon, là, j'ai pris un exemple où on en voit beaucoup. Parfois, vous avez 1 ou 2 noyaux positifs sur toute la biopsie. Donc, il faut vraiment que l'anapathe vérifie bien toutes les lames, toute la biopsie. Et parfois, il tombe sur un noyau positif comme ça. Alors que le rein est bien plus infecté que ça. Alors pour finir, on va dire quelques mots de thérapeutique, même si on n'a pas réellement de traitement tout à fait spécifique de cette maladie, de cette infection. Alors ce qui est le plus important pour le moment, c'est de baisser l'immunosuppression, puisque vous avez compris que cette infection était liée à une diminution des défenses antivirales et humorales et cellulaires. Donc pour permettre aux patients de se débarrasser du virus, de restaurer sa réponse immunitaire antivirale, il faut baisser son immunosuppression. Donc ça, tout le monde s'accorde à dire que c'est indispensable, mais on ne sait pas très bien quelle est la meilleure façon de faire. On ne sait pas très bien finalement s'il faut arrêter l'antimétabolite, le diminuer, arrêter l'anticalcinurine, le diminuer, remplacer une molécule par une autre. En fait, tout peut se faire, mais les recommandations ne sont pas très précises. Donc en général, on arrête ou on diminue le MMF, donc il faut être en dessous de 1 gramme par jour. On diminue par étapes les anticalcinurines, tout dépend si vous commencez à diminuer à la virurie, à la virémie, à la néphropathie. Évidemment, plus le stade, plus l'infection est sévère, plus il faut que la diminution de l'immunosuppression soit importante. Avec des cibles qui doivent être basses. Vous voyez, dans les recommandations, les cibles sont relativement élevées, encore 150 pour le T0 de cyclo, 6 pour le T0 de tacro, mais il faut probablement aller largement en dessous. Et certaines équipes proposent un switch du tacrolimus vers la cyclosporine, du MMF vers l'imurel, donc revenir à des médicaments un peu moins immunosuppresseurs. Ce traitement fonctionne, ça permet dans la plupart des séries une baisse de la virémie, une clairance virale, c'est-à-dire une disparition du virus dans le sang. En général, la virurie persiste d'ailleurs, mais la virémie disparaît. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette clairance virale est lente. Ça prend du temps quand même, ça ne se fait pas comme le CMV. En 15 jours, en une semaine, vous avez déjà une baisse de la virémie. Là, il faut attendre souvent plusieurs mois.
Et en général, quand tout se passe bien, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est associé à une amélioration de la fonction du greffon. La difficulté, c'est qu'évidemment, si vous baissez l'immunosuppression, vous vous exposez à un risque de rejet qui peut être un rejet cellulaire ou un rejet humoral, l'apparition d'anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon ou le développement d'un rejet cellulaire. Donc le maniement de la baisse de l'immunosuppression n'est pas très simple. Et donc les messages, c'est qu'il faut attendre, hein, ça ne se fait pas très très rapidement. Dans la plupart des études, le délai moyen, c'est plusieurs mois. Pour certains patients, vous voyez là dans une des études, pour 8 patients sur 35, ça a mis plus d'1 an, donc il faut avoir de la patience. Si l'infection était plus sévère, ça met plus de temps. Si le patient est plus âgé, sous-entendu probablement son potentiel cytotoxique est plus faible, eh bien c'est plus long aussi. Donc il faut être prudent, mais il faut être patient, mais il faut aussi être prudent parce que, comme je vous l'ai dit, si vous baissez l'immunosuppression, vous pouvez exposer votre patient à un rejet. Et il a été montré déjà dans cette série, on a un petit peu la même impression à Strasbourg, que quand on baisse l'immunosuppression en raison d'une infection à bécavirus, on peut voir survenir chez certains patients le développement d'anticorps anti-HLA dirigés contre le greffon. Donc vous voyez dans cette série, ils en avaient quand même 25% chez les patients qui restaient BKV positifs pendant plusieurs mois. Donc deux possibilités, ou bien c'est parce qu'on baisse trop longtemps l'immunosuppression, ou bien c'est parce que le virus lui-même provoque, si vous voulez, une stimulation allogénique au niveau du greffon et expose peut-être certaines molécules HLA aux lymphocytes du patient qui va ensuite développer ces DSA. Donc probablement qu'il faut baisser vite. Et à un moment donné, il faut penser à remonter quand même l'immunosuppression quand on a l'impression que le patient est en train ou se débarrasse du virus. Donc c'est un maniement qui n'est pas simple. Je n'ai pas vraiment de recette miracle, mais c'est compliqué. Alors, quelque chose qui me paraissait intéressant de vous transmettre, c'est que quand même, il faut savoir que c'est un petit peu ce qu'ils avaient décrit, je ne sais pas si vous avez eu cette notion pour l'hépatite C, c'est-à-dire quand on diminue, quand on restaure finalement l'immunité antivirale du patient, eh bien on s'expose à une augmentation de l'infiltration cellulaire au niveau du greffon. Et c'est ce qui a été bien décrit par cette équipe suisse qui a montré que quand il diminue les immunosuppresseurs, il restaure donc une cytotoxicité antivirale, donc vous allez avoir un infiltrat lymphocytaire T dans le greffon qui va augmenter en fait en phase de décroissance virale. Donc vous allez en même temps vous débarrasser du virus, mais vous allez pendant un certain temps augmenter l'agression finalement au niveau de votre greffon. Et donc dans certains cas, vous avez une augmentation transitoire de la créatininémie. Donc c'est pas facile à gérer tout ça parce que si vous faites par exemple des biopsies quand vous avez baissé l'immunosuppression, eh bien, vous avez l'impression que les choses s'aggravent. Mais c'est probablement le prix à payer pour que le patient se débarrasse de son infection virale au niveau du greffon. Alors est-ce qu'on a d'autres traitements antiviraux plus spécifiques qu'on peut proposer? Pas énormément en fait. On a cru à un moment donné que le léflunomide, qui s'appelle Arava, donc est une molécule qu'on pourrait utiliser peut-être pour nous aider à maintenir un certain degré d'immunosuppression chez nos patients parce que c'est une molécule qui a un pouvoir immunosuppresseur. C'est une molécule qui est utilisée dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez, c'est un dérivé du... non, je ne l'ai pas noté, mais c'est un dérivé du FK778 qui est un cousin du tacrolimus. Et donc, il y a quelques études qui ont été faites en transplantation qui ont montré que c'était un médicament qui avait une certaine action immunosuppressive. Donc on s'est dit qu'en utilisant un médicament qui avait en même temps une action immunosuppressive et en même temps une action antivirale, en tout cas in vitro, parce qu'in vitro ça inhibe complètement la croissance du bécavirus, on pouvait peut-être l'utiliser comme traitement chez le patient transplanté rénal qui développait une maladie, une infection à bécavirus. Il faut quand même retenir, bon, il n'y a pas d'étude contrôlée chez l'homme, la demi-vie de ce produit est très très longue, donc c'est un maniement difficile. Si vous le prescrivez qui a un effet secondaire, eh bien, ça va prendre du temps le médicament va prendre du temps à s'éliminer. Et c'est un médicament tératogène, donc contre-indiqué, évidemment, en cas de désir de grossesse. Alors, je ne vous ai pas remis toutes les séries qui ont été décrites concernant l'utilité ou pas du léflunomide, parce que c'est que des petites études non contrôlées. Mais bon,
chez certains patients, on a eu l'impression que ça a aidé, mais c'était toujours prescrit en parallèle avec une baisse de l'immunosuppression. Donc finalement, on ne sait pas trop si c'est vraiment le médicament qui a aidé ou si c'est la prise en charge générale du patient. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre le taux résiduel et la clairance virale. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre le taux résiduel et la dose qu'on donne, donc on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Et finalement, on n'a pas aujourd'hui de preuve de son efficacité. Il existe aussi des cas décrits de surdosage avec des hémolyses et des effets secondaires relativement importants. Donc c'est plutôt une idée en perte de vitesse par rapport à cette pathologie. Deuxième option qu'on peut avoir, c'est de prescrire des inhibiteurs d'mTOR, puisqu'on sait là encore que c'est des médicaments qui ont une action immunosuppressive, ça c'est bien connu puisqu'on les utilise comme immunosuppresseurs, et antiviral. C'est un médicament qui inhibe la prolifération du CMV, qui inhibe la prolifération du bécavirus in vitro. Donc ça a un rôle direct sur le virus. Et on pense aussi que ça a un rôle par une inhibition peut-être moindre de la cytotoxicité antivirale du receveur. Donc peut-être qu'à ces deux titres-là, ça peut être un médicament intéressant. Donc là encore, on a des études qui se sont intéressées à ce sujet, mais qui sont des études rétrospectives. Là, par exemple, dans ce papier d'un groupe américain, où ils ont converti des patients à M3 du tacrolimus vers le sirolimus, ils ont donc montré que les patients qui étaient convertis là-haut avaient moins de virémie que les patients qui restaient sous tacrolimus, avec une efficacité qui persistait en études multivariées avec un risque relatif à 0,33. Donc vous voyez quelques pistes intéressantes, il y a 2-3 études comme ça qui l'ont démontré. Et on va probablement démarrer dans un prochain temps une étude donc prospective pour vérifier de façon randomisée si cette hypothèse est la bonne. Un petit mot sur les IgIV, puisqu'on a beaucoup parlé des anticorps en début de topo. Donc est-ce qu'on pourrait utiliser les IgIV en préventif ou en curatif de cette maladie? Donc d'abord la première question, y a-t-il des anticorps anti-bécavirus dans les préparations d'IgIV? Alors ça, la réponse est oui, ça a été démontré par un groupe américain. Ils ont montré que in vitro, en tout cas, l'adjonction d'une préparation d'IgIV sur une culture de BK inhibait complètement la croissance virale. Donc il y a bien des anticorps anti-BKV dans les IgIV. Ceci est vrai pour les différents génotypes et ceci est vrai pour les différents produits auxquels on a accès en France. Mais pour le moment, pas d'études cliniques non plus, puisque c'est seulement des petites séries qui ont été publiées, avec dans certains cas des effets positifs, dans d'autres cas pas de différence significative entre les groupes IgIV et les groupes pas d'IgIV, en sachant que comme d'habitude, le problème c'est que ces molécules sont données, enfin ce traitement est donné en même temps que la baisse de l'immunosuppression, donc on ne sait jamais vraiment faire la part des choses. Alors juste une petite piste qui nous a semblé intéressante à Strasbourg, on a regardé chez certains patients qui recevaient des IgIV pour autre chose, si les taux d'anticorps neutralisants augmentaient dans leur sang. Et vous voyez que si on s'adresse à plusieurs différents génotypes, si on prend l'exemple de ce patient, avant la perte d'immunoglobuline, c'est les bras clairs, et ben, il a des anticorps contre le génotype 1A, contre le génotype 1B, contre le génotype 1C, et après la perfusion, ben, il n'en a pas plus, il en avait déjà avant. Donc ce patient, il est protégé, si vous voulez, on va dire naturellement. Celui-ci ou celui-ci, le 3 ou le 4, lui, il avait déjà les anticorps anti-1A avant la perte d'immunoglobuline, par contre très peu dirigés contre ce génotype, lui pas du tout, et pas du tout contre le génotype 1C. Donc imaginons que lui, il ait reçu un greffon, par exemple de génotype 1C, il n'est pas capable de neutraliser ce virus avec ses anticorps, celui-là non plus, et quand on lui perfuse des immunoglobulines, son taux monte, et donc là peut-être qu'on aura une action. Donc tout ça pour dire que si on prescrit des immunoglobulines à tout le monde, ça ne va peut-être pas faire grand-chose, mais si on cible peut-être des patients qui n'ont pas d'anticorps contre le génotype de leur nouveau virus, alors peut-être qu'on aura un effet en tout cas préventif qui pourrait être très intéressant. Très rapidement, les quinolones, je vous en parle parce que c'est les seules molécules pour lesquelles on a des vraies études randomisées qui n'ont rien montré, mais qui ont été faites. Donc en préventif,
Lévofloxacine pour la prévention du virus BK, pas de différence. Donc, des études rétrospectives avaient montré des pistes intéressantes, mais études randomisées négatives. En curatif, ça a aussi été fait. Étude multicentrique double aveugle, lévofloxacine, pas de différence non plus en termes de clairance virale, fonction rénale, etc. Mais 10% de tendinopathie, donc on oublie l'équinologie. Le cidofovir, c'est probablement un antiviral qui fonctionne sur le BK-virus, mais vous savez probablement que c'est néphrotoxique, donc déjà dans une condition où le patient a une insuffisance rénale, on évite de l'utiliser. Le brincidofovir, ça peut être une piste intéressante parce que c'est un dérivé du cidofovir non néphrotoxique, mais pour le moment, on n'y a plus accès. En tout cas, dans cette indication-là. Donc voilà, la conclusion de tout ça, enfin, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est surtout ce qu'on ne sait pas bien faire. Bon, pour le moment, on ne sait pas très bien comment identifier les souches de BK. Chez le donneur, chez le receveur, vous avez vu que ce n'était pas facile, mais que ça aura probablement une importance pour la prise en charge des patients. Donc retenez que c'est le virus du donneur qui prolifère dans la grande majorité des cas, et que le patient il peut être immunisé et avoir des anticorps contre une souche, mais pas contre la souche qu'on lui a transplantée. C'est probablement surtout ces patients qui vont s'infecter d'ailleurs. On ne sait pas très bien non plus encore comment détecter, comment différencier une néphropathie virale d'un rejet cellulaire, donc ça reste encore des choses qui sont complexes en clinique. On sait qu'il faut baisser l'immunosuppression, mais on ne sait pas très bien comment. Et pour le traitement, pour le moment, je dirais que les pistes intéressantes, hormis la baisse de l'immunosuppression, c'est peut-être des IgIV chez des patients qui ne sont pas bien protégés, et peut-être des inhibiteurs d'mTOR si les études confirment cet intérêt. Voilà.